Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à ce tout premier stream des soirées mathématiques de Lyon. Je vais pas vous le cacher, je suis super content de vous retrouver, de nous retrouver après une absence trop longue due à la toute petite crise que nous traversons. Euh, je dis que je suis très heureux de vous retrouver. En fait, vous le savez, les soirées mathématiques de Lyon, c'est une aventure collective et elles sont en particulier organisées par 5 établissements partenaires, à savoir, dans un désordre le plus total, hein, l'INSA de Lyon, l'École centrale de Lyon, l'École normale supérieure de Lyon, le lycée du Parc et l'Université de Lyon, l'Université Lyon. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour saluer toute l'équipe organisatrice dont vous allez retrouver les personnages les plus éminents dans le chat. Ils vont tenir le rôle de la modération. Voilà, j'en profite également pour vous encourager à interagir, à poser vos questions dans le chat. Ces questions me seront remontées et elles seront posées à notre invité. Et justement, notre invité ce soir, c'est une brillante et célèbre mathématicienne. Ça y est, je te mets mal. C'est une brillante et célèbre mathématicienne, professeure Harvard à 29 ans, quand même, excusez du peu. J'ai nommé Sophie Morel. Sophie Morel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, tu vas nous parler du troisième problème de Hilbert. Mais en fait, en discutant avec toi, je me suis rendu compte que ce troisième problème de Hilbert, c'était pas n'importe quel problème pour toi. Il a joué un rôle, je crois, important. Et peut-être tu pourrais déjà nous dire d'où te vient cet intérêt pour ce problème-là. Euh, D'où me vient cet intérêt, parce que d'où le problème lui-même vient, je vous le dirai pendant l'exposé, hein. Je vais essayer. Euh, ok. Donc en fait, mon intérêt pour le troisième problème de Hilbert, comme on va voir, c'est un problème de décomposition de polygones ou de polyèdres en morceaux euh, polygonaux, polyédraux, un double titre. Et cet intérêt, en fait, ça me vient d'un problème qu'on m'avait posé à ce qui s'appelle l'Université mathématique d'été, organisée par la Fédération française des jeux mathématiques. Alors, quand j'étais au lycée, hein, c'est-à-dire il y a quelques siècles, on n'avait pas, je crois, je pense, je sais pas si maintenant il y a des préparations aux Olympiades, des choses comme ça. Bon, nous, on n'avait pas ça. Mais j'avais trouvé dans un numéro de Tangente une pub pour cette espèce de corps d'été de mathématiques et j'avais supplié ma mère de m'y envoyer. Donc elle l'avait fait. Et on faisait des ateliers, on essayait d'apprendre des maths un peu amusantes qu'on voyait pas au lycée. Et le soir, on faisait des sessions de problèmes. Et donc on avait posé un problème sur des décompositions de triangles, en triangles tous congruents. Et que j'avais résolu, mais il y avait une extension euh, je crois, est toujours ouverte, hein, d'ailleurs. Et donc que j'essaie de résoudre pendant des années. Et D'accord. Ok. quand je suis arrivé en prépa, euh, j'ai décidé, donc je sais plus comment j'ai entendu parler du troisième problème de Hilbert. En fait, j'ai posé des questions là-dessus à mon prof de prépa, à tous les gens qui avaient l'air de pouvoir répondre, et quelqu'un m'a aiguillé vers ça, et donc j'ai essayé de faire mon TIPE dessus. Et donc, tu as fait ton TIPE, et puis ça t'a jamais lâché, j'ai l'impression. Après, euh, bah, écoute, je ne travaille pas vraiment dans ce domaine-là, mais je suis très content parce qu'il y a 2 semaines, j'ai réussi à utiliser un des théorèmes dont on va discuter, le théorème de Bolyai-Gerwin, dans un article de maths. Ok. Donc, j'ai refait très récemment quelques problèmes de dissection. Donc, c'est-à-dire que ce problème qui était finalement un point de départ pour toi, peut-être dans ta passion pour les maths, finalement, il est revenu par la petite porte, j'ai l'impression, Euh, très récemment dans un de tes oui, articles. oui, tout à fait.
Oui, ça m'a pas mal motivé à apprendre des trucs. Par exemple, le produit tensoriel. J'ai appris ça quand j'étais en sup dans un problème d'agrègue. Il y a un problème d'agrègue de 1985 qui explique le troisième problème de Hilbert et sa solution, et qui introduit, donc définit les polyèdres dans l'espace de manière très rigoureuse, introduit le produit tensoriel, etc. Et je l'ai fait quand j'étais en sup pour comprendre justement tout ça. Ok. Donc, Bah alors justement, tu vas nous raconter ce que tu as compris, notamment en sup et puis après. Donc sur ce problème, donc, je propose qu'on bascule directement sur les transparents. Donc on est sur la première page ici, troisième problème de Hilbert. Et on voit tout de suite une première question. ok. Donc la question, en fait, on ne va pas l'aborder tout de suite parce que j'ai commencé par parler de ce qui se passe en deux dimensions. Mais la question que vous pouvez garder en tête, c'est ici on a trois polyèdres, des tétraèdres. Un tétraèdre, il y en a qui est un tétraèdre régulier. L'autre, c'est un coin de cube, en fait. Si vous prenez un tétraèdre en coin d'un cube, vous prenez un cube, vous coupez un de ces coins, vous allez obtenir celui-là. Et puis celui de droite, on en reparlera. Ce qu'on appelle un orthoschéma de Sheffield. Sheffield, je crois. Bon, bref. Et ils ont le même volume. Ok. Et la question, c'est est-ce que je peux prendre, par exemple, le tétraèdre régulier, le couper en morceaux. Alors, les morceaux sont toujours des polyèdres, hein. Et réassembler les morceaux pour obtenir celui de droite ou celui du milieu. Alors en fait, là, nos tétraèdres, ils ont tous la même base, c'est ça en fait. Et il n'y a que la hauteur qui est... La hauteur est la même, c'est vrai ou pas? Alors, le tétraèdre régulier, alors les deux, celui du milieu et celui de droite, ont pour base un triangle rectangle isocèle. Le tétraèdre régulier, évidemment, sa base est un triangle équilatéral, mais elle est censée avoir la même aire que les deux autres. D'accord. Ok. Alors, si tu le veux bien, on va passer à l'autre transparent. Là, je crois que c'est ton plan. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par parler d'abord des polygones et de la notion d'aire. Donc, on va commencer donc d'abord. Voilà. Un triangle. Alors, Vincent, quelle est l'aire d'un triangle? Là, tu me Là, poses on une, avait. là, tu me poses une colle. Je pense que c'est une question qu'on peut poser dans le chat parce que je suis totalement coincé. Donc, s'il y a des gens dans le chat qui savent quelle est l'aire d'un triangle, s'ils ont une formule, ça pourrait m'aider, ça pourrait nous aider. Je crois qu'on est un peu bloqué sur ce Là, coup-là. tu vois. Ah, j'ai dessiné un triangle pour t'aider. Alors, ok, il est là le triangle. Donc là, j'ai un triangle, Ah, effectivement. Et et j'en fais donc, quoi? donc, je te demande comment est-ce que tu calcules l'aire de ce triangle. Alors, bon, je vais un peu tricher parce que ça dépend ce que tu me donnes comme outil au départ, mais l'idée que j'aurais envie, c'est que si je connais l'aire d'une certaine figure, j'aurais envie de découper le triangle pour le mettre dans cette figure et essayer d'évaluer son aire comme ça. Ah bah tout de suite, donc tu pars dans l'idée de ce que je voulais faire, parce que moi je m'attendais à ce que tu me dises base fois hauteur sur 2. Alors, base fois hauteur sur 2, j'aurais bien voulu le dire si j'avais connu la formule, mais tu me connais. Et là, je t'aurais dit, mais comment est-ce que tu sais que cette formule est vraie? Eh ben, En fait, j'ai lu dans le chat, oui. Sophie. C'est dans le Ah chat. bah voilà. Et imagine que la seule chose que tu saches sur les aires, c'est que à chaque polygone, on peut associer un nombre positif qui est son aire, et tu sais que quand tu découpes un polygone, les aires s'additionnent. Mais tu ne sais rien d'autre. Ouais. Bah, du coup, oui, je ferai la méthode. Donc, soit je joue vraiment au petit diablotin et je dis très bien ta fonction R, je la mets à zéro tout le temps. Et Mais effectivement, ça c'est tu peux. vraiment ne pas vouloir jouer en quelque sorte, hein. Et donc, non, mais là, tu as raison, parce que j'ai oublié quelque chose. Donc, il faut aussi, par exemple, supposer que tu as normalisé les choses. Par exemple, tu sais que si tu as un rectangle dont l'arc d'un côté est égal à 1, alors l'aire, c'est l'autre. Enfin, c'est la longueur de l'autre côté. je voulais pas dire la longueur de l'autre côté parce que c'est pas la même unité, mais c'est l'idée. Ok, d'accord, mais moi tu sais, je me permets toutes les hérésies en Bon, mathématiques. Euh, ok. Très bien. Donc, je regarde un petit peu dans le chat pour voir un peu ce qu'on me raconte. C'est plus simple. Vas-y Vincent. Ah oui, on m'encourage à te donner des formules. Donc le chat massivement a répondu et a trouvé un nombre de formules impressionnant pour l'aire du triangle. On va un peu plus loin.
Ouais, donc, en fait, là, euh, tu vois, là, je dis, bah, en fait, on peut se ramener à quelque chose qui est peut-être plus simple, c'est le calcul de l'aire d'un parallélogramme. Donc, tu vois, j'ai coupé la moitié du triangle en haut et je l'ai fait tourner autour d'un point pour en faire un parallélogramme. Et ensuite, avec les deux morceaux, j'obtiens un parallélogramme qui a la même base que le triangle et la hauteur du parallélogramme, c'est la moitié de la hauteur du triangle. Ok. Donc, Ouais, tout à fait. et en fait, ce que j'aime bien avec ces... Alors, s'il y a des gens dans le chat, je veux dire, qui suivent dans le chat, peuvent dire, mais en fait, on pourrait faire un rectangle directement, ce serait plus simple. Mais ce que j'aime bien avec cette construction, c'est qu'elle marche quel que soit le triangle. Donc là, si tu passes, appuies sur Entrée, tu vois que si le triangle est obtus, ça va marcher aussi, alors que l'autre construction que j'ai pas faite, il faudrait l'adapter. Enfin bon, bref. Ah oui, alors l'autre construction, c'est tu descends la hauteur, c'est ça, et puis on coupe, qu'est-ce qu'on fait? L'autre construction, c'est qu'en fait, le petit triangle en haut, au lieu de descendre d'un coup, je le coupe en deux. Ah oui, je vois. Je mets une droite par le sommet en haut et puis je descends un morceau de chaque côté. Ok, ok. Et ça marche pas de l'autre côté? C'est une blague. Bah, c'est-à-dire ça marche pas comme ça. C'est si je mets Ah oui, tu ça, as alors raison. c'est toutes les figures, je les ai faites dans GeoGebra. Donc si je mets ça dans GeoGebra et que je déplace le point, bah, ça va me poser des problèmes. On peut l'adapter. Par exemple, pour le triangle obtus, je pourrais le tourner pour changer la base, mais là l'idée c'est que je veux quand même garder la même base, parce que je dis l'air c'est base fois hauteur sur 2, cette base-là, hein. Ok, Bon, ok, ok. bref. Et donc là Donc, maintenant, bah là, donc là, maintenant, on s'est ramené à un parallélogramme, son aire, c'est base fois hauteur. ok, ok, OK. Donc maintenant, comment est-ce que on calcule l'aire d'un parallélogramme? d'accord. Donc là, dans ce transparent qu'on a sous les yeux, on a trois parallélogrammes et tu nous affirmes que ces trois parallélogrammes ont la même aire, hein, c'est ça? Oui, alors ils ont la même base et la même hauteur, et ça, je veux dire, j'ai juste pris un truc Ah oui, dans ils ont la même base. GeoGebra. Ah non, non, mais c'est incroyable, l'effet optique, j'avais même pas, Ah, mais je te garantis qu'ils ont la même base, c'était translaté j'avais même pas percuté, quoi. l'un C'est... de l'autre les segments. Ouais, tu as raison, ils ont la même base, même hauteur. Non, c'est Ouais. surprenant, hein. Ok. Euh, Alors, Donc, Euclide à la rescousse. donc là, ça va pas nous rajeunir puisqu'on va sortir les éléments d'Euclide, donc 330 avant Jésus-Christ, c'est quand même. Alors ça, c'est pas, évidemment, c'est pas un original. C'est un scan qui a été fait qui est sur le site de l'Institut Clé de l'exemplaire de la librairie d'Oxford qui date de 888 après Jésus-Christ. Bon, c'est quand même euh, Ah ouais. honorable. Et donc là, vous voyez, c'est très clair, il explique comment on transforme un parallélogramme en un rectangle. Des questions? Euh, Bon, ok, on peut passer au transparent d'après. Si tu... donc là, Donc, là, on n'est pas censé traduire. Toi, tu serais traduire, évidemment. alors, transparent d'après, c'est la traduction. Mais alors, vous voyez le dessin, en fait, ça va être le même dessin sur le transparent D'accord, d'après. ok. Donc allez, on y est sur le transparent d'après. Donc j'ai repris le dessin et la traduction. Donc, deux parallélogrammes, bon, c'est un peu olé olé, hein. Deux parallélogrammes qui ont la même base et qui sont construits sur le même droit de parallèle sont égaux. Donc, ça veut dire, donc ils ont la même base et les côtés du haut, hein, sont alignés. Ok, Et la preuve que Euclide donne, c'est une simple preuve par découpage et réassemblage des morceaux. Hein, c'est qui dit bah, je prends mon parallélogramme AB C'C et je dis bah, c'est un trapèze ABEC plus le triangle CEC'. D'accord? donc A, B, E, C, voilà, plus le triangle C, E, C' qui est là. D'accord. Exactement, tout à fait. Donc le triangle CEC', il est aussi dans l'autre parallélogramme, mais l'autre parallélogramme, donc c'est CEC', Ouais, donc plus un autre trapèze voilà, qui qui est est ici. A'B' C'E. Et donc, il faut comparer les deux trapèzes. Mais les deux trapèzes, si je leur ajoute ce petit triangle blanc, Ouais, le petit triangle hein, qui est ici, là, c'est ça? EBA', Ouais, oui,
eh bien, j'obtiens deux triangles qui sont des translatés l'un de l'autre. Ah, mais oui. Et donc, en fait, à la fin, donc je dis ABEC, c'est ce triangle A'C moins ce petit triangle blanc. Et pareil pour l'autre trapèze. Donc, ils ont, si j'admets que les aires s'additionnent, hein, j'en déduis que les parallélogrammes ont la même aire. Ah, c'est magnifique. Ah là là, mais cette Euclide, mais cette Euclide. Ah, mais elle est belle cette démonstration. Ah, c'est Et fou. Rappelle-moi, ça a été quand Euclide? 330 avant Jésus-Christ. 330 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, on vit une émotion qui sent le papyrus, mais c'est extraordinaire, quoi. Bon, bref, je vais passer à la suite, sinon je vais m'extasier pendant un quart d'heure. Donc la suite, alors vous voyez que Euclide, il n'a pas considéré tous les cas, parce que là, je considère le cas où les segments sont disjoints, les segments des côtés en haut. Donc ici, tu as un autre cas Ouais, oui, effectivement. qui en fait est encore plus simple, hein, parce que là, tu vois le parallélogramme Ah oui, oui, parce que ABC'C. là, on les voit direct. Là, on voit vraiment direct le triangle qu'il faut Ok, bouger pour ok, passer de ok. l'un à l'autre. Et en fait, si tu n'aimes pas l'idée de soustraire des polygones d'autres polygones, tu peux tout faire juste avec ce cas. C'est-à-dire, ce cas-là, ça te permet de décaler le segment, le côté du haut, de plus en plus vers la droite. Ok. Euh, donc, tu pourrais aussi juste faire plusieurs fois cette construction, ce raisonnement-là. Parce que dans le transparent d'avant, j'avais fait des soustractions de polygones, hein. D'accord, ouais, ouais. Bon, je vais pas Euh, remonter pour pas. donc, ok. Et donc, en particulier, je peux en déduire que mon parallélogramme a la même aire qu'un rectangle de même base et de même hauteur. Ah ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et bon, Ok. donc maintenant, oui, donc ça, ok. Donc je vais Euh, passer après. Euh, donc, oui, dans la traduction de Clint, je ne sais pas si tu te souviens, il disait deux parallélogrammes qui ont la même base et qui ont leur côté du haut aligné sont égaux. Et Clint disait égaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire égaux? oui. D'ailleurs, dans le chat, ça s'arrête pas autour de ce ego là. Je suis en train de Euh, zioter, il y a de la réaction, hein. Est-ce que c'est bien donc, traduit ego, ego, droit en air, etc. Donc, Alors, en fait, c'est que Euclide, enfin, si j'ai bien, je suis pas historienne des mathématiques, mais si j'ai bien compris, en fait, Euclide, donc pour lui, égaux, ça voulait dire égaux en air. Mais il manipulait pas vraiment les nombres comme des quantités abstraites, c'est-à-dire les nombres, c'était des aires ou des longueurs ou des volumes. Et donc, bon, ah oui. Donc il identifiait le nombre avec l'aire de la figure géométrique, du coup il spécifiait pas. quelquefois, oui. Donc, quand il écrit égaux, je pense que ça veut dire égaux en air. Mais en fait, ce que nous, on a vu, c'est que ce qui prouve Euclide, c'est que ces deux parallélogrammes sont ce qu'on appelle équidécomposables. Donc, équidécomposable, ça veut dire qu'on peut en prendre un, le couper en morceaux, qui restent des polygones, et réassembler les morceaux pour former le deuxième. Ok, donc j'étais un peu en retard sur le transparent là que tu as commenté, donc Pardon, qui ouais. arrive que maintenant. Donc effectivement, c'est la définition d'être équidécomposable. Donc, cette explication de ce que c'est que Oui, cette égalité de polygones, hein, que j'ai oui. utilisé sans expliquer Ok. avant. Et donc aussi, on a vu deux exemples, hein, Donc de le premier il est les, là, hein. C'est celui-ci et puis celui-ci. donc celui du triangle qui est Ouais, équidécomposable à un parallélogramme, qui a la même base et dont la hauteur est la moitié de la hauteur du triangle. Et là, les deux parallélogrammes de même base et de même hauteur qui sont équidécomposables. exactement. Ok, donc on a utilisé cette méthode pour finalement montrer des égalités d'air. Tout à Et, fait. et voilà. Et bon, là, on est arrivé au rectangle. Mais on veut un rectangle dont l'un des côtés est égal à 1. Donc, on n'a pas fini. OK? Ah oui, parce que Donc, c'était ça ta définition. Au départ, je me souviens maintenant. Tu m'as dit, et puis tu m'as grondé parce que j'avais dit que la longueur c'est bon, bref. Mais on veut un bref. quelque part et puis elle de l'autre côté. Ok, Oui. donc c'est ce Donc, qui manque. C'est donc ce qui ça, manque. c'est le résumé, ce qu'on sait, ce qu'on a prouvé jusqu'ici, et ce qui manque. Et donc ce qui manque, ah ben c'est toujours Euclide en fait. Donc, Euclide, il ne s'est pas arrêté là, hein.
On est toujours dans le livre 1. En fait, le livre 1, il fait de la géométrie dans le plan et ça va jusqu'au théorème de Pythagore. Donc, on ne parlera pas. Mais voilà, donc dans la proposition 45 du livre 1, Et là, il y a des alors je sais- il y a des propositions, là, il y a marqué proposition 45 quelque part dans cette page. alors, je pense que c'est nous qui traduisons proposition, Ok. mais il y a un 45 quelque part dans cette page. Il y a 45 quelque part dans cette page quand même. Ah oui, donc Euh, il a... Ok, c'est structuré. Oh la oui, vache. il commence par des axiomes, etc. Puis il fait des lemmes des fois. Enfin, c'est structuré, on dirait du Bourbaki presque, hein, Ok. sauf que c'est en grec. Du Bourbaki en Donc, grec. ah oui, la joie absolue. Mais c'est pas toi qui a été troisième à je ne sais quel concours général en grec ou je sais, mais j'ai pas entendu ça quelque Non, part. non, 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 c'était pas le concours général, c'était au collège. Le concours Athéna, ça s'appelait. Et c'est quoi Bref, ce concours, hein? Attends. Ne jette pas un ça, voile pudique sur les aspects les plus ouais. critiquables de ton enfance. En fait, c'était un concours de civilisation euh, sur la Grèce antique où il fallait en particulier écrire une dissertation sur un sujet. Euh, cette année-là, je pensais à l'harmonie entre le corps et l'esprit dans la Grèce antique en s'appuyant sur des textes. Et comme moi, j'ai toujours été nul en dissertation, j'avais réussi à écrire une dissertation correcte, et bien j'avais écrit en grec ancien. Et donc, je pense que ça planait pas très haut, mais ils ont quand même été assez impressionnés pour me classer. Alors, j'étais pas première ni même troisième, hein, mais c'est pas grave. Oh, c'est fou. Mais alors donc tu lis le grec là d'Euclide. Non, bah déjà là, c'est trop petit, donc bon. Bah, bon. Donc, Ok, j'arrête de digresser, tu as raison, faut revenir à nos oignons. pour revenir en maths, donc qu'est-ce qu'elle dit cette proposition? On peut passer au transparent d'après, hein. Il Euh, dit, on y est dessus, est-ce que c'est celui où il y a que ça commence à... C'est celui d'après, c'est celui-là que tu veux? oui, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous me donnez un quadrilatère quelconque, donc par exemple notre rectangle. Ah non, 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 attends, Ouais, remonte. ça me semblait bien que je... Ok, c'est celui-là, Ouais. très bien, on est revenu. Donc tu prends un quadrilatère quelconque, tu prends un angle et tu prends un segment, et je peux te construire un, un parallélogramme qui a le segment donné pour base, l'angle donné pour angle, en un point de ce segment, et qui est égal au quadrilatère de départ. D'accord, Donc en particulier, si je prends un segment de longueur 1 et un angle droit, ça veut dire tout quadrilatère est équidécomposable à un rectangle dont l'un des côtés est égal à 1. ok, Et ok. bon, là, je ne vais pas faire la preuve d'Euclide parce qu'en fait, c'est comme du Bourbaki, il faut avoir fait tous les lemmes qui étaient avant pour la comprendre. Mais on va voir, dans le cas qui nous intéressait, comment on passe d'un rectangle. Donc ça, c'est voilà, deux côtés quelconques, un rectangle dont l'un des côtés est 1. Donc là, on part du rectangle ABCD par exemple, et on va passer à AB', C', D'. Et tu vois, c'est très simple. Voilà, je suis en train de te suivre en même temps avec la souris pour... Ok, En fait, tu prends ce triangle en haut, là, le triangle BCF, B, C, F, donc en bleu prononcé. ouais, et tu le fais glisser. Ah oui, et Le- puis il arrive en E, C', D'. Tout à fait. Et il reste un bout, le triangle bleu clair, BEB', hein, et Oui. lui aussi, tu le fais glisser en dessous de la même Ah ligne. oui, il vient là. Non mais Et c'est donc, beau ces trucs, mais c'est beau, hein. c'est chouette, hein. Et alors ça marche, en fait, si le côté AB était pas trop grand, il faut que AB soit pas plus grand. Donc là, on dit que le rectangle rose a un côté égal à 1, donc AB'. Donc si AB est pas plus grand que 2, ça marche. Et sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est que on se ramène à ce cas-là en coupant le rectangle en deux, dans le sens de la hauteur et en empilant Ah oui, les on morceaux. fait comme ça, et puis après on a un morceau plus petit, et puis on fait comme ça. Ah, On fait comme ça pour faire diminuer la hauteur jusqu'à ce qu'elle soit entre 1 et 2, et ensuite on ok, applique ça, ok. Très bien, ah oui c'est joli. C'est joli, c'est joli. comme d'ailleurs. Donc, donc euh, pour, euh, pour résumer, on peut passer au transparent d'après. Donc le Donc, deux transparent. polygones, donc, ce qu'on disait, ces deux polygones équidécomposables ont
clairement la même aire. Alors quand je dis clairement, en fait, c'est pas forcément clair. C'est le truc, c'est que est-ce que on a vraiment. Enfin, moi, je me suis rendu compte en fait en lisant sur le troisième problème de Hilbert que personne n'avait jamais défini l'air au collège et au lycée. Qu'est-ce que c'est que l'air? On m'avait dit l'air d'un triangle c'est tant, l'air d'un rectangle c'est tant, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, ce que j'ai fait là, en fait, au début de l'exposé, c'est que je te donnais une définition. C'est une fonction qui est définie sur les polygones, qui est additive et qui est invariante par isométrie. Exactement. C'est-à-dire, et qu'on normalise avec les rectangles en disant si on a un rectangle dont l'un des côtés est 1 et l'autre est L, alors il est d'air L. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de dire que si on sait ces trois trucs, on peut définir l'aire de n'importe quel polygone. Bon, là, Oui, je t'es suis allé allé trop trop vite, vite. mais c'est pas grave. Désolé, Et donc, je pensais que la suite de ce que tu disais était dans l'autre slide et ouais. voilà. Bon. Donc, quand je dis clairement la même aire, en fait, c'est parce que on a défini l'aire pour que ce soit vrai. Et Oui. donc, le théorème que tu as fait apparaître, hein, merci pour le spoil, c'est que Si on s'envoie des vacheries pendant toute la soirée, ça va mal se passer. ouais, donc c'est que en fait c'est une équivalence, ça veut dire deux polygones qui ont la même aire sont équidécomposables. Ok. Donc un théorème, en fait, qui est plus ou moins déjà dans Euclide, hein, parce qu'en fait dans Euclide, comme on a vu, il y a tous les ingrédients pour le prouver, ou comme on va voir au transparent d'après, mais il y a pas. Mais en fait, Euclide, je pense qu'il n'avait pas vraiment formalisé la notion de polygone, hein. Il a des triangles, il a des quadrilatères. Donc, c'est un truc qu'ils ont fait au 19e siècle, hein, en tout cas en Europe. Et le théorème est attribué donc à deux mathématiciens hongrois, Bolyai et Gerwin. Il y a aussi un mathématicien américain, Wallace, qui l'a. Alors, d'après les sources, il l'a démontré partiellement ou il l'a démontré entièrement en 1807. Donc, quelquefois, on l'appelle théorème de Wallace-Bolyai-Gerwin. Ok. Donc, Parce que donc, Bolyai et Garwin, c'est indépendant aussi ou Garwin a complété Bolyai ou... non, non, c'est indépendant. Donc, les deux ont donné une preuve complète. Euh, et donc, on peut voir l'idée de la preuve sur le prochain transparent. D'accord, donc là tu vas pas me gronder que je spoil, on est bien d'accord. Hein. Non, non. Donc, l'idée de la preuve, en fait, on a déjà tout vu. On a deux polygones. OK. Donc, on prend un polygone. Un polygone, on peut toujours le découper en triangle. En fait, bon, je dis il faut se méfier des trucs évidents. Mais je ne vais pas vous définir formellement un polygone parce que ce serait un peu lourd. Donc, il va falloir que vous me croyez. Mais un polygone peut toujours se décomposer en triangle. Donc là, je vous montre un exemple, hein. Ensuite, chaque triangle, on peut, donc, il est équidécomposable, c'est-à-dire je peux le couper en morceaux et les réassembler pour former un rectangle de côté 1. Ah ouais, ça on a Donc fait. je fais ça avec chaque triangle. Et ensuite, j'obtiens tout un tas de rectangles de côté 1 et je les empile. Par le côté, je vais obtenir un long rectangle très fin de côté 1. Ok. À côté, ça va être 1 et l'autre côté, ce sera l'aire du polygone. Je fais ça avec le premier, je fais ça avec le deuxième, je vais obtenir le même rectangle, puisque je suppose qu'ils ont la même aire. Et oui, ok, du coup on a montré qu'ils ont la même aire, exactement. Alors, en fait, on montre que s'ils ont la même aire, ils Oui, sont pardon, équidécomposables. ils sont équidécomposables au même rectangle, c'est ça que je voulais dire. Ouais, Pardon. Euh, alors ici je vois preuve interactive. Ah ah, c'est le moment que... que tout le monde attendait. Donc la preuve interactive, tu m'as fait découvrir, donc en préparant ce stream, tu m'as fait découvrir un site absolument extraordinaire et j'ai trop envie de jouer. Donc je vais essayer de voir si je peux envoyer ça pour tout le monde. Donc, c'est deux personnes qui ont écrit un algorithme qui vous montre en fait la preuve que je viens de vous expliquer. Donc ok, et donc je vais changer, je vais la mettre, hop, elle est là. Donc on y est.
Donc, choisis, Donc, dessine un polygone. je vais dessiner un polygone. Ah, ah. Donc, on y va. Je commence ici. Fais-le bien tordu, hein. Ah bah là, là fais-moi confiance. Ah non, là, je n'avais pas le droit. Oui, d'accord. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que sinon je vais... Voilà. Donc ça, c'est mon premier polygone. Hé hé. Et maintenant, je vais faire le deuxième. Et donc, le programme, il va les mettre à la même aire et puis il va les écouilles décomposer, hein, c'est ça, hein. Ouais. Allez, on va y aller, on va faire des grandes pointes comme ça pour essayer de l'embêter un maximum. Voilà. Voilà. J'espère qu'il va pas mettre un quart d'heure. Euh, Voilà. il Donc, ça, était, il était assez rapide quand je l'ai testé. donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a décomposé tout en triangle. Et puis, il est en train de Ouais. faire la méthode Ouais, que tu nous as regarde, racontée. regarde. Ouais, chaque triangle, alors ils sont tout petits, tes Ouais. triangles. Il est en train de les décomposer en rectangles qui ont tous un côté en commun. Et il empile les rectangles là au milieu. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais, il fait à chaque fois la procédure. Euh, Ah là là, c'est fabuleux, hein. Et en fait, tu vois la procédure pour passer d'un rectangle à un autre rectangle. Là, Ouais, il a fait systématiquement. tu vois les triangles qui glissent. Et quand le rectangle est trop épais, tu vois comme Et là, ça y est, il est déjà passé à la construction de l'autre, hein. Et en fait, pour la construction de l'autre, ce que tu fais, c'est il a inversé le processus, mais il te montre en fait le processus inversé directement. Donc là, il est en Ouais. train de. Il sait déjà, parce qu'il a déjà tout calculé, à quelle largeur doivent avoir les rectangles, et il en refait des triangles pour faire le deuxième polygone. Ah, c'est fabuleux, hein. Donc voilà, si c'est un site qui est bon, tout bêtement sur Internet, hein, vous. Ah, c'est sur GitHub, hein, donc c'est juste deux gars qui ont fait ça et qui l'ont mis sur GitHub. Donc Voilà. voilà, si vous avez envie de vous amuser, ne vous gênez surtout pas. Moi, je trouvais ça très très sympa. Voilà. Alors peut-être là, Bon, on va rétablir. on va arrêter la rigolade maintenant Comment et ça, on va arrêter la rigolade? On va on va jamais arrêter la passer rigolade. aux choses difficiles. Voilà, ok. Et donc on revient sur les transparents. Et donc tu dis qu'on va plus rigoler là. Ah, on arrive au volume. Ah, Ouais. pourquoi on Ouais. rigolerait plus avec les volumes? Enfin, on va rigoler encore plus, On parce va que les rigoler volumes. encore plus. Ok. Voilà, donc les volumes. Les Alors, qu'est-ce qui se volumes. passe pour les volumes? Voilà, donc parlons du volume des tétraèdres. Donc, je ne vais même pas te demander, tu peux passer à un autre truc. Euh, je ne vais pas demander la formule pour le volume d'un tétraèdre, parce que bon, ok. Donc, la formule pour le volume d'un tétraèdre, c'est 1/3 de R de la base fois hauteur. Heureusement que tu ne m'as pas demandé. Et là, je te pose la même question, c'est comment tu le sais? Voilà, donc, deux tétraèdres, voilà. Attends. Euh, donc là, tu as mon tétraèdre que je disais, c'est un coin de cube. Alors attends, peut-être je vais te mettre en grand, comme ça on va bien voir. Comme Donc c'est ceci. les deux qui sont Voilà. sur le transparent, hein. Donc celui-là, j'ai pris un cube et puis j'ai coupé selon une espèce de diagonale. Donc il a trois triangles rectangles ici comme face, et puis ça, c'est un triangle équilatéral. Et D'accord. ça, c'est un autre tétraèdre. Et ça, c'est bon, ce qu'on appelle un orthoschéma, parce qu'en fait, il a trois côtés. Faut que je les trouve. Ah là là. Je suis complètement perdu. Voilà. Un côté, un autre côté, un autre côté, qui font des angles droits les uns avec les autres. Donc ça, c'est une classe de polyèdre très particulier. Et celui-là, bon, c'est un autre tétraèdre qui a aussi un côté qui est un triangle rectangle. Une face. Ok. Donc, si on revient au transparent, Ouais, on va y bon là, arriver. j'en ai fait un peu plus grand que l'autre parce que j'ai mal fait mes patrons, mais sur le transparent, ils ont vraiment une face en commun, qui est ce triangle rectangle, et alors, ils ont la même.
Il est là, c'est Non, ça? Là, j'ai un triangle rectangle, il est là? Et là, il est il ici? est, il est en bas. Ok. Hein. Et Ah, c'est ils ont celui la d'en même. bas. D'accord. C'est celui d'en bas. Ok. Et là, je peux te garantir, j'ai fait ça avec GeoGebra 3D, c'est des Mhm. translatés l'un de l'autre, les deux triangles. Et ils ont la même hauteur. D'accord. Et donc, est-ce qu'ils ont le même volume? Donc, si tu crois la formule que je t'ai donnée, la réponse c'est oui. Oui. Alors, Mais pourquoi est-ce que tu devrais la croire, cette formule? alors, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'on a une question dans le chat. Et il y a des gens qui se sont embêtés parce qu'ils disent, mais comment ça marche cette histoire de rectangle avec une base 1 si jamais mon triangle a que des côtés qui sont plus petits que 1? Alors comment je vais faire pour... Eh ben, je vais obtenir un rectangle. euh, donc, il n'y a pas de problème. En fait, donc je vais commencer par transformer mon triangle en rectangle. Et ça va être un rectangle avec des côtés qui sont plus petits que 1, peut-être tous les deux. Ok, donc un tout petit rectangle. Et en fait, ma procédure pour obtenir un rectangle avec une base 1, il faut que je parte d'un rectangle qui a une base entre 1 et 2. D'accord? En fait, on a vu le programme qui faisait ça. C'est-à-dire que si le rectangle est trop petit, je le coupe en deux et j'empile les deux moitiés. Donc ça, Ah ça oui, va oui, faire je me doubler souviens longueur d'un des côtés. on le voyait les petits cubes qui tombaient comme ça dans le programme. C'est ça? Ouais. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, tout à fait. Donc je le coupe en deux, j'empile les deux moitiés et je continue, je continue, je continue jusqu'à ce que la hauteur elle soit entre 1 et 2. Et après, j'applique euh, cet algorithme qu'on a vu pour obtenir un rectangle de hauteur 1. Et bon, il va avoir l'air un peu ridicule parce qu'il va être très 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 fin. Si on appliquait l'algorithme, en fait, on verrait rien. Mais donc, on peut quand même Ok, oui, faire oui. ça. Ok, c'est clair. Alors revenons maintenant au volume, je t'ai coupé. Donc Ouais. tu me disais que ces deux volumes, si je crois la formule traditionnelle que je vois dans les livres de quatrième, disons, un tiers de la base fois la hauteur, ces deux-là ont le même volume, mais comment j'en suis vraiment sûr? Oui, si le seul truc que je te dis sur les volumes, c'est les volumes s'additionnent, comme pour les airs, hein, Ouais. comment est-ce que tu peux savoir ça? Alors du D'accord. coup, je vais te ressortir ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, cette fois, je sais ce que c'est que le volume, disons d'un cube. Je remplis ça par des petits cubes et je fais une petite approximation. Voilà, voilà comment je ferai. Bon, alors on va voir ce que dit Euclide. Hein. Ok. C'est- Ah, Euclide, il va me mettre Donc, un vent. donc Euclide l'avait fait aussi. Hein. Ça, c'est le livre 13 des éléments. Il dit deux tétraèdres de même base et de même hauteur, le même volume. En fait, et là, tu vois le dessin des deux tétraèdres, Ouais, on je va le vois tout expliquer à un fait, peu il est là, plus. là. En fait, il dit même plus, il dit si j'ai deux tétraèdres, le rapport entre les volumes est égal au rapport entre les bases. Mais bon, j'ai pris le cas particulier. Où ils ont la Alors, même si j'ai hauteur. deux tétraèdres de même hauteur, Ouais. le rapport entre les volumes est égal au rapport entre les bases. Donc, en particulier, s'ils ont la même base et la même hauteur, ils ont le même volume. Alors, comment est-ce qu'ils prouvent ça? Ok, donc page d'après, on a le même dessin et l'explication de texte. Et là, il faut s'accrocher un peu plus quand même. Donc, il prend un tétraèdre, hein, celui-là, ABCD, celui de gauche, Ok, il est là. et on le coupe. En fait, là, j'ai pris les points qui sont à la moitié de tous les côtés hein, du tétraèdre. D'accord. Ok. Et je- on le coupe en quatre morceaux, deux petits tétraèdres qui sont en fait, comment on Ah dit, oui, ils sont là. homothétiques au grand. Oui, il est là. Ils sont le long de l'arête AD. Hein. Ok. Donc ils sont homothétiques avec un rapport 1,5 au grand. Et deux prismes. D'accord, lui et lui, en couleur. Alors le truc, c'est que on ne sait pas que le volume euh, des petits tétraèdres, c'est un huitième du volume du grand. Hein, on ne sait rien sur le volume, à part que c'est additif. Ok. Euh, et donc, bon, ok. Et alors, ce qu'il fait après, c'est qu'il prouve que la somme des volumes des deux petits tétraèdres fait strictement moins de la moitié du volume du grand. Et ça, il le prouve de manière très concrète. En fait, il t'explique comment mettre chaque petit tétraèdre dans un des prismes. D'accord. Ok, on va le croire, j'ai l'impression. Ouais, là, on va pas faire tous les détails. Ok. Et donc, il fait la même chose avec l'autre tétraèdre. Et en fait, il y a un truc avec les prismes, c'est que les prismes, c'est des figures qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Donc,
c'est juste deux polygones qui sont un translaté de l'un l'autre, et puis après on relie les arêtes. Ok, donc ici Donc les c'est à chaque fois prismes, des triangles en fait. oui, Ouais. donc les prismes, en fait, en utilisant ce qu'il a fait dans le plan, il peut montrer directement que les prismes, enfin la somme des volumes des prismes est la même des deux côtés. Ok. Donc ça, pareil, il va falloir que tu me crois, parce que... Ouais, ouais, mais ça je veux bien y croire, hein, ça a l'air. Ouais, Donc, et en fait, après, il continue. C'est-à-dire chacun des petits traits qu'il a obtenus, par exemple à gauche, le long de cet arête AD, il le redécompose en deux mini-tétraèdres Oh, mais et deux c'est trop prismes. génial! OK? Et en fait, c'est la partie des volumes, la partie des tétraèdres qui peut comparer, c'était la partie qui est composée de prismes de plus en plus petits. Son volume devient de plus en plus proche de celui du grand tétraèdre. On n'est pas très loin d'une C'est approche une... infinitésimale, c'est fou! Non, mais c'est une approche Non, infinitésimale, c'est c'est ça qui est. fou! Oh, c'est dingue! Et donc il prend une sorte de limite en fait de. Il prend une sorte de limite. Alors, c'est pas exactement comme ça qu'il fait son argument, il n'avait pas la notion de limite, mais il dit, en fait, il pousse l'argument jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une contradiction. Il suppose que les volumes sont différents et il pousse l'argument jusqu'à obtenir une Ah contradiction. oui, ok, que la différence entre les machins. Ah, Ouais. c'est trop beau, mais c'est trop beau. Ok, non, j'arrête parce Mais alors, on dit tout le temps que je m'extasie trop. Donc, ce qui est très amusant aussi là-dedans, c'est qu'en fait, comme j'ai dit, il prouve un énoncé un peu plus général, hein. Il prouve que le rapport entre les volumes est égal au rapport entre les aires des bases. Si les tétraèdres ont la même hauteur. Et il n'a pas, je dis, il n'a pas vraiment de notion de nombre abstrait. Donc, il dit, prenons un autre polyèdre tel que le rapport de ABCD à ce polyèdre soit le même que le rapport de la base de ABCD à la base du tétraèdre A'B'C'. ouais. Un autre polyèdre qui ne sert à rien du tout, juste à représenter un nombre dans l'argument. Ah, c'est marrant. C'est rigolo, hein? Ah, ouais, c'est vraiment marrant. C'est vraiment une autre façon de voir. Dans le Ouais. chat, on a quelqu'un qui me demande, donc Camille 9713, c'est quoi un prisme? Peut-être on n'a pas dit ce que c'était un prisme. Un prisme, ok, donc en fait, là, je pense dans le langage courant, donc ces figures qu'on voit là en rose et en bleu. Ok, donc c'est deux triangles qui sont. Donc j'ai un triangle, un autre triangle qui est obtenu par translation du premier, et ensuite je relie les sommets du triangle, des deux triangles qui se correspondent, et ça me délimite un polyèdre qu'on appelle un prisme. Voilà, donc en même temps, Là, si j'ai c'est. montré les deux, par exemple, deux triangles sur le pôle, le prisme qui est en, je sais pas qu'est-ce que c'est, saumon. Donc ici, on a nos deux triangles, et puis on les relie, tout simplement. Ouais. Voilà. Bon, en fait, en maths, on appelle aussi ça un prisme si on fait pas ça avec des triangles, mais avec n'importe quel polygone. Mais bon, là, en plus, c'est des triangles. Parfait. Alors là, si je peux descendre d'un transparent sans créer une Ouais, vas-y. catastrophe de divulgation. Donc là, nous avons une lettre. Donc, on va faire un grand bond dans le temps. Hein, on arrive au 19e siècle. Une lettre de Gauss à Gerling. Donc, bon, Gauss, je pense, c'est un mathématicien du 19e siècle, je ne sais pas si on a besoin de le présenter. Gerling, c'est un de ses étudiants qui est resté très proche de lui. Ils se sont écrits des lettres pendant des années. Donc, il y a un recueil de lettres qui fait 900 pages à peu près. Ils discutent de problèmes mathématiques, ils se racontent leur vie, c'est très amusant. Je ne savais pas du tout que Gauss avait des enfants qui avaient émigré aux États-Unis. Bah, maintenant, je le sais. Ah Bon. ouais. Et donc, il dit oui, voici des nouvelles de mes fils, etc., qui sont aux États-Unis. Et donc, ils discutent des problèmes de maths, et en particulier, Gauss. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, ils utilisaient encore les éléments d'Euclide pour apprendre la géométrie à l'école. Hein, c'était le manuel de géométrie, les éléments d'Euclide. Et Gauss, donc c'est la partie que j'ai entourée en rouge, il dit bah, c'est quand même dommage que si l'égalité du volume de deux polyèdres qui sont symétriques, c'est-à-dire des images miroirs l'un de l'autre, n'est prouvé que par la méthode d'exhaustion. Ah, il appelle ça la méthode d'exhaustion, une méthode infinitésimale en fait.
Donc c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure, c'est ça? Oui, Ok. et qui c'est dommage qu'on puisse pas le démontrer de manière aussi élémentaire que dans le cas, alors là, il parle des triangles en géométrie sphérique, mais aussi dans le cas des triangles dans le plan, hein, comme on a vu. Donc, c'est dommage. On a cette preuve que si j'ai deux, attends, voilà, voilà, deux polyèdres, oups, je ne sais pas si on le voit, Alors attends, hein, je vais te passer qui, en grand. qui Voilà. sont, qui sont alors ceux-là ne sont pas congruents, comme il dit. Ce sont des images miroirs l'un de l'autre. Ils ont le même volume, mais la preuve dans Euclide utilise vraiment une méthode, un passage à la limite, comme tu as dit. Donc c'est pas du tout une méthode élémentaire comme dans le plan où on découpait en polygones, on réassemblait les polygones. Voilà. Et donc Euclide dit ça à Gerling, et Gerling lui répond. Hein, Donc c'est la page d'après, j'imagine. ouais. Ah oui. Donc c'est quand même impressionnant le courrier à cette époque. Aïe, Enfin, aïe, aïe, oui, c'est impressionnant. Et là, la euh, réponse, le courrier, c'était quoi? C'était le 14 avril avant, non, quand même pas. non, c'était le 8. Le 8, ouais, quand même. Donc Gerling lui répond, ah bah en fait si, je peux le prouver. Donc, pour deux polyèdres qui sont, enfin ils disent je peux le prouver pour deux polyèdres qui sont des images miroirs l'un de l'autre, qui ont le même volume de manière élémentaire. Donc il lui donne une preuve en 6 points là. Euh, mais je vais vous montrer, en fait l'idée de la preuve elle est très simple. Pour ça, il faut que je descende, là, un transparent Tu peux d'après. descendre, Ouais, ok. alors j'ai pas fait, je vous donne l'idée de la preuve dans le plan. Donc son idée c'est on peut se ramener au cas des tétraèdres, hein. On découpe les polyèdres en tétraèdres. Donc supposons qu'on a juste deux tétraèdres, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a 2 minutes. Et l'idée, c'est que je prends le centre. Donc, mais je vais vous donner l'idée avec des triangles d'abord. Donc j'ai deux triangles. Hein, ils sont images l'un de l'autre par la réflexion, par rapport à cette droite là au milieu. Je prends le centre du cercle circonscrit, hein, donc l'intersection des bisectrices des trois angles. Hein, et je regarde les points où, où le cercle circonscrit touche les côtés du triangle. D'accord. Et ensuite, donc je relie ces points. Donc je découpe mon triangle en 6 petits triangles. D'accord. Qui sont là. Et oui, qui sont par paire là. Hein, par exemple, le bleu et le rose, qui sont symétriques l'un de l'autre par rapport à leur côté commun. Alors, le bleu et le rose, c'est celui-là que tu avais en Ouais. tête. Ok. Et alors, si je passe de l'autre côté, hein, j'ai fait la même chose de l'autre côté, Oui, ici. ben, je vais obtenir aussi deux triangles qui sont symétriques l'un de l'autre. D'accord. Ouais. Et donc, alors j'aurais dû. J'ai oublié de changer leur couleur. Bon, c'est pas grave. Donc, mais ça veut dire que le triangle bleu à droite euh, et en fait, non, c'est bon, j'ai changé les couleurs. Si tu regardes, le triangle bleu à droite est un translaté du triangle bleu à gauche. Ah oui, tout à fait. Tout à Et fait. pareil pour le rose. Parce qu'en Et pareil fait, pour le rose, exactement. ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, oui, c'est malin. Et donc, il se passe le même truc autour de. Enfin, avec chacune de ces paires de triangles. Et en fait, si tu as un tétraèdre, bon, c'est un peu plus dur à visualiser. Il faut prendre le centre de la sphère inscrite dans le tétraèdre et faire un. C'est le transparent d'après? Ah non, il n'y a pas Non, de non, 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 transparent. Ok. je ne l'ai pas fait, je suis désolé. D'accord, d'accord. Il y a un découpage similaire, je crois, je Mhm. sais plus si c'est en 12 ou en 24. Ah, j'aurais dû réviser plus. Enfin bon, bref. En petit tétraèdre, mais c'est exactement la même idée. Cette vision qu'ils avaient, c'est incroyable. C'est du Alors, délire. bah, si tu lis le texte allemand, il ne le dit pas exactement comme ça, mais bon, c'est. En fait, en fait, si on passe à la lettre d'après de Gauss, ah bah c'est 12, voilà. Gauss lui Puis dit, c'est arrivé. ah mais en fait, t'as raison. Il dit, ah là là, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ta preuve. Et il simplifie la preuve Ah ouais? en donnant cette preuve que j'ai expliquée hein, au transparent d'avant. Ah oui, d'accord. Euh, et alors Gerling lui demandait, est-ce que tu crois que c'est une preuve originale? J'en suis pas sûr. Gauss lui dit, je sais pas, il faudrait regarder dans le livre de géométrie de Legendre, euh, mais je l'ai pas sous la main. Alors, pour moi, j'avais lu
dans un autre article plus tard qu'en fait, la preuve de Girling était originale. C'était pas dans le gendre, mais bon, je ne suis pas allé vérifier le gendre. Et Gauss ajoute, la partie que j'ai entourée en rouge. Mais alors, c'est super chouette. Bon, j'aime beaucoup cette preuve, mais c'est quand même dommage que ça ne s'applique pas au cas plus général où j'ai juste deux tétraèdres qui ont la même base et la même hauteur. Et qu'on ne peut pas prouver par une méthode tout aussi simple que deux tétraèdres qui ont la même base et la même hauteur ont le même volume, et qu'on soit obligé de passer par cette méthode de calcul infinitésimal, ce qu'il appelle la méthode d'exhaustion, comme dans Euclide. Je me suis trompé dans le livre 12, pas le 13, la proposition 5. Donc il cite Euclide, le truc que je vous ai montré d'Euclide. Voilà. Donc, Gauss, oui, c'est quand même dommage. Alors, on a ce truc, c'est quand même un énoncé assez élémentaire, et on est obligé de passer par cette méthode de passage à la limite. Alors, tu me permets d'aller dans l'autre transparent? On peut aller dans l'autre transparent, mais là je vais encore faire un saut. Donc ça, c'est une question qui a en fait intéressé pas mal de monde au 19e siècle, et il y a eu un Français, Raoul Bricard, ingénieur des manufactures de l'État, qui a publié un article où il disait j'ai résolu cette question. Donc publié aux Nouvelles Annales de Mathématiques, journal des candidats aux écoles polytechniques et normales. Bon, alors je sais. Ok, je sais pas s'il y a des candidats. Alors je pense que les candidats le lisaient, ils ne publiaient pas. Alors Bricard a été, il a continué. Il était assez jeune à l'époque, mais il a fait pas mal de maths. Après, il a eu un prix pour ses travaux en géométrie. Il a été président de la SMF. Ah oui, parce qu'effectivement, s'il l'écrit là, c'est qu'il est jeune en fait, c'est qu'il est candidat lui aussi ou... Non, il a écrit là-dedans toute sa vie. Donc je pense que c'était plutôt un journal qui s'adressait aux candidats des écoles polytechniques et normales. Bon, donc ça, c'est en 1896. Et moi, donc il explique, voilà, ce que je vous ai expliqué, comment le calcul du leurre du triangle se fait de manière très simple en géométrie plane. Mais en géométrie dans l'espace, pour les tétraèdres, c'est pas pareil. Donc lui, il parle d'une autre méthode pour démontrer que deux tétraèdres ayant même hauteur et même base ont le même volume. C'est la méthode où on les décompose en tranches infiniment minces. Donc c'est pas la méthode d'Euclide, mais c'est une autre manière. En fait, c'est une méthode qui est une sorte d'intégration. D'accord, oui, parce qu'on imagine, ouais, une sorte de Fubini. Oui, une sorte de Fubini, mais bon. Donc, on peut se demander si c'est nécessaire de faire ça. Et donc, il y répond par la négative. Là, je vous ai mis une petite caricature de Bricard. Mais comment il était célèbre au point d'avoir des caricatures, ce brave Bricard? C'est quoi? C'est ses étudiants qui il a croquaient aussi, comme ça? alors je sais plus qu'il a fait. Il a aussi été très actif dans la communauté espéranto. Donc, il a écrit un livre en espéranto. Donc, oui, j'aime beaucoup. J'ai l'étude de certaines dernières questions que nous avons entreprises sur le conseil de notre ami Monsieur Hofbauer, lieutenant d'artillerie. Ok. Bon. Et donc, il dit, en fait, la réponse, c'est non, on ne peut pas montrer de manière élémentaire que deux tétraèdres qui ont le même volume, enfin, deux, par exemple, tétraèdres qui ont la même base et la même hauteur, ont le même volume. Donc, il pose cette question. En particulier, il n'était pas au courant de ce qui s'était passé avec Gauss. Alors ça, je ne sais pas. C'est indépendant, puisque là, c'est un lieutenant d'artillerie, c'est ça? Bricard, ingénieur des manufactures de l'État. En tout cas, il n'y a rien à redire sur la formation mathématique des lieutenants d'artillerie de l'époque. Hein. Ouais, ça, c'est impressionnant. Hein. Et donc, il pose la question, je pense qu'en fait, beaucoup de gens se posaient la question à cette époque-là. C'est une question très naturelle. Donc, il pose la question. Alors, quand il dit deux polyèdres équivalents, ça veut dire ayant le même volume. Hein. Si j'ai deux polyèdres qui ont le même volume, peut-on décomposer l'un d'eux en un nombre fini de polyèdres, les assembler de manière différente pour reconstruire le second polyèdre? Donc, c'est ce que nous, on appelait équidécomposables. Est-ce que deux polyèdres de même volume sont équidécomposables? Et sa réponse, c'est non. Alors, malheureusement, sa preuve
on y reviendra plus tard sur sa preuve, où il fait quelques remarques et puis on arrive facilement à établir le résultat suivant. Alors moi, je vois ça dans une copie. Paf, j'enlève tous les points directs. Hein. Oh, tu es dur, hein, tu notes Ok, beaucoup les trois trop quarts dur. des fois. Les trois Non, quarts des fois. s'il y a une bonne idée, non, il faut laisser 90% des points et voilà. Alors, il y a une Faut pas très bonne idée. exagérer. Donc, si tu passes au transparent d'après, je l'ai écrite en langage plus moderne. Une bonne idée, Hein, c'est quand même rare. Ça mérite des ah. points. Donc, c'est ce qu'on appelle la condition de Bricard. Donc, la condition de Bricard, c'est une condition nécessaire pour que deux polyèdres soient équidécomposables. Pas suffisante, nécessaire. Ok. Et donc, ça s'exprime en utilisant ce qu'on appelle les angles dièdres des polyèdres. Donc, un angle dièdre, est-ce que j'ai mon cahier ici? Voilà, si tu as deux plans qui se rencontrent en ligne droite, comme ce magnifique cahier, en fait, l'angle dièdre, c'est l'angle entre les deux plans, là. D'accord. Ok. OK. Donc, la condition. Donc, pour un polyèdre, on peut regarder en chaque arête, il y a deux faces qui se rencontrent, et on peut regarder l'angle entre ces deux faces. C'est ce qu'on appelle l'angle dièdre en cette arête du polyèdre. Donc, par exemple, on va calculer plus tard les angles dièdres des tétraèdres qu'on étudiait. Ce tétraèdre ici, ces trois arêtes-là, en fait, les angles dièdres sont juste 90 degrés, pi sur 2. Et puis après, il y a ceux-là où il faut faire un peu de trigonométrie pour les calculer. Ok. C'est pas de la trigonométrie très dure. Et donc, il dit, on a deux polyèdres, et on donne des noms aux angles dièdres des deux polyèdres. Hein. Et s'ils sont équidécomposables, en fait, il y a une combinaison des angles dièdres avec des coefficients qui sont des entiers strictement positifs. Donc une combinaison des angles dièdres du premier qui est égale à une combinaison des angles dièdres du second plus un certain multiple de pi, positif ou négatif. Ok. Bon, on va voir un exemple. Alors, Hein. oui, donc peut-être voir un exemple parce que cette condition, faut la comprendre. Donc on Donc, est là. donc avec les deux tétraèdres qu'on avait, donc le premier tétraèdre, c'est mon orthoschéma, en fait. Et ce tétraèdre, il a une particularité très chouette, c'est qu'avec 6 de ces tétraèdres, je peux faire un cube. En fait, j'en ai 6 là avec moi, mais je te montrerai peut-être plus tard parce qu'il faut que j'installe toute une tablette pour poser le cube dessus. Mais en plus, je suis en train de le faire tomber. Là, avec 3 d'entre eux, j'ai un problème d'orientation. Ouais. Voilà. Donc avec 3 d'entre eux, j'ai fait un demi-cube. Ah ouais, tout à fait, c'est convaincant. On voit un demi-cube. Bon. Ouais. Et en fait, ça permet de calculer les angles dièdres. T'en as qui font ici 90 degrés, pi sur 2, et les autres. Il y en a ceux qui s'assemblent ici pour faire le long d'une arête du cube, il faut 45 degrés, pi sur 3. Et il y a ces trois-là, ici, qui font chacun pi sur 3. Ils sont égaux. Donc, pour résumer, les angles dièdres, on en a 3 qui sont égaux à pi sur 2, 2 qui sont égaux à pi sur 4 et 1 qui est égal à pi sur 3. En fait, ce qui est important, c'est que ce sont tous des multiples rationnels de pi. Oui. Donc, si je fais la condition de Bricard, si je m'amuse à additionner des multiples entiers de ces angles dièdres, je vais obtenir quelque chose qui est un nombre rationnel fois pi. Ok, oui, tout à fait. Donc là, tu vas prendre, Quant à l'autre polyèdre, l'autre tétraèdre, c'est celui qui est coupé dans le coin du cube. En fait, il a les angles, donc il a 3 angles dièdres ici, là qui sont les mêmes angles dièdres que ceux du cube, donc pi sur 2, 90 degrés. Puis là, il y en a 3 autres, qui sont tous les 3 égaux d'ailleurs, parce qu'il y a une symétrie. Je ne vous ai pas écrit le calcul sur le transparent. C'est un calcul de trigonométrie pas très dur. Il faut s'amuser à calculer les côtés de ce triangle.
Si ça, c'est de côté A, ça, c'est un triangle équilatéral de côté racine de 2. Et puis après, pour l'angle dièdre, il faut calculer la hauteur de ce triangle et la hauteur de ce triangle. Et ce côté-là. Et ensuite, on va utiliser quelques formules de trigonométrie. Et finalement, on se rend compte que l'angle dièdre, c'est un truc dont le cosinus est 1 sur racine de 3. D'accord. Donc, c'est arc-cos de 1 sur racine de 3. Okay. Donc, si je fais, comme dans la condition de Bricard, je fais une somme de multiples entiers de ces angles dièdres, je vais obtenir, les pi sur 2, ça va me donner un nombre rationnel fois pi, et puis je vais avoir un nombre entier fois ce arc-cos de 1 sur racine de 3. D'accord. Et donc là, je te vois venir. Tu vas nous dire que ce nombre arc-cos sur 1 sur racine de 3, lui, ça ne sera pas un multiple rationnel de pi. Ouais, si tu reviens en fait au transparent d'avant, à la condition de Bricard, je vais y revenir. On est là. Pour que ces deux tétraèdres soient équidécomposables, donc il faut qu'il y ait une combinaison, il y ait une somme de multiples entiers des angles dièdres du premier qui soit égale à une somme de multiples entiers des angles dièdres du second, plus un multiple de pi. Donc effectivement, là, avec ces deux tétraèdres, le seul truc qui n'était pas a priori un nombre rationnel fois pi, c'était ce arc-cos de 1 sur racine de 3. Donc si je peux prouver que lui n'est pas un nombre rationnel par fois pi, j'ai gagné. Ouais. À condition que je crois à la condition de Bricard. Oui, voilà. Mais là, donc en tout cas, ce qu'il faut vraiment, vraiment capter, c'est que effectivement, là, comme on a des multiples rationnels de pi, c'est très facile d'avoir finalement un multiple de pi, alors qu'ici, on ne va jamais y arriver. Et ça va nous rester sur les bras et on n'arrivera pas à égaler. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est vraiment ces angles dièdres qui jouent un rôle très important dans ces problèmes de décomposition. Ok. Je te propose d'accepter que on croit tous que l'arc-cosinus de 1 sur racine de 3 n'est pas un multiple rationnel de pi. Bon, écoute, on va le croire, c'est juste des manipulations algébriques très simples avec des formules trigonométriques, donc on peut toujours y revenir plus tard, où les gens peuvent lire le transparent. Si jamais les gens sont intéressés, ils peuvent faire rapidement une capture d'écran et regarder cette preuve. Et sinon, ils nous croient. Donc c'est vraiment une preuve en quelques lignes. Très facile. Donc, ok, donc Bricard dit ça. Bon, il donne pas vraiment cette preuve pour arc-cos de 1 sur racine de 3, il dit que c'est plus ou moins évident. Ok, mais est-ce que la condition de Bricard est correcte? Et en fait, donc la réponse c'est oui, elle est correcte. En revanche, la preuve de Bricard n'est pas correcte. Parce que si on regarde la preuve de Bricard, il dit, bon, on a un polyèdre, on le décompose, ok, et on regarde alors il dit les dièdres pour les angles dièdres. Bon. On regarde les dièdres qui ont racine commune, donc la décomposition du premier polyèdre. Leur somme, c'est soit un angle dièdre de pi, soit 2pi. Ce qui, en fait, il ignore une subtilité, c'est que les arêtes, alors là, il faut vraiment essayer de visualiser ce qui se passe, c'est les arêtes qui sont au milieu, dans la décomposition, elles peuvent être découpées, c'est-à-dire la même arête. Il peut y avoir un morceau qui va dans un petit polyèdre et un autre morceau qui n'est pas forcément le même qui va dans un autre polyèdre. Et on ne sait pas trop comment ces morceaux s'assemblent. Et en fait, il n'y a pas vraiment cette situation où il y a une arête avec tous les angles dièdres autour qui se semblent pour donner 2pi. C'est plus compliqué. Tu me tues, Sophie, si je te dis que j'ai rien compris à cette histoire d'arête au milieu. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai ce qu'il dit Bricard. Ah non, c'est... J'y crois. Tu me passes cet argument, j'y crois complètement. Hein. Alors, je suis... Aïe, aïe, aïe. Comment je peux expliquer ça? C'est... il est là, oui, alors la somme des angles dièdres, machin, ça va faire pi, par exemple. Mais en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que dans la décomposition, là, les arêtes, elles sont un peu bizarrement mises. Elles sont comme ça. Arc, on voit bien. Et
Donc Ah ce oui. polyèdre, il a un bout d'arête ici, puis il a un autre bout d'arête qui va aller se faire compléter par d'autres polyèdres d'une manière qu'on ne comprend pas très bien. Et dire, il D'accord. faut, Ok, non, ok, je viens de comprendre. il faut qu'il en dise plus, quoi. Et ok. Mais ok, d'accord, très bien. Donc il dit, bah, en partant de cette remarque que j'ai faite, on arrivera facilement à établir la concurrence. Et bah, je suis désolé, mais non, on n'arrive pas facilement. Alors comme je dis, ces conditions, elle est vraie, mais il l'a pas vraiment prouvé. Donc, en tout cas, si cette condition est vraie, ce qu'on a démontré tout à l'heure, c'est que finalement ces deux polyèdres, eh ben, on ne peut pas répondre à la question de Gauss avec ces deux polyèdres, on ne peut pas les équidécomposer l'un ou l'autre. C'est bien ce qu'on a fait. Tout à fait. Ok. Donc maintenant, on va arriver donc à 1900, le deuxième congrès international des mathématiciens à Paris. Donc le premier a eu lieu à Zurich en 1897 et le deuxième à Paris. Pendant l'exposition universelle, vous avez une photo de la Tour Eiffel et avec la géote qu'on connaît tous, qui est juste à côté de la Tour Eiffel. Bon, je rigole. Donc c'était l'exposition universelle, donc il y avait plein de monuments rigolos. Euh, ok. Et il s'est passé quelque chose de très important à ce congrès, c'est que le mathématicien allemand David Hilbert a présenté une liste de 23 problèmes qui étaient censés inspirer les mathématiciens du XXe siècle. Donc, en fait, il a préparé une liste de 23 problèmes. Au congrès, il n'en a présenté que 10 parce qu'il n'avait pas le temps de présenter les 23. Et puis après, dans les notes du congrès, il a mis la liste des 23. Il n'a pas seulement posé les problèmes, il a donné du contexte pour chaque problème, expliquer pourquoi le problème était intéressant, quelle était un peu l'histoire du problème. Et donc, dans les problèmes, par exemple, il y a l'hypothèse du continu. Le premier problème, c'est qu'il existe un infini entre les entiers et les nombres réels, euh, où en fait, la réponse, c'est que c'est pas décidable. Hein. Il y a l'hypothèse de Riemann, le huitième problème, qui n'est toujours pas résolu. Il y en avait un autre, attends, je sais plus, le 18e problème aussi. Oui, quel est comment on dit ça en français? La meilleure manière d'empiler des boules Ah oui, l'empilement de dans sphères, le l'espace. problème de Kepler. Tout à fait. Voilà. Qui a été, ça dépend si tu acceptes l'épreuve et des par ordinateur ou pas. Donc, bon, qui a été résolu, mais avec l'aide d'un ordinateur. Ok, il y en a qui sont encore ouverts, comme l'hypothèse de Riemann. Il y en a qui sont résolus. Il y en a où il y a des réponses partielles, où on dit le problème en fait n'était pas assez bien formulé, pas assez précis. Et nous, on va parler du troisième problème, qui en fait a été le premier problème à être résolu. Alors, en même temps que tu disais ça, on m'a fait remonter dans le chat. Il y a une demande pour récupérer les PDF. Est-ce qu'on pourra récupérer, est-ce qu'ils pourront être Oui, mis en accès? tout à fait. On Ok, pourra les donc mettre. bah, je l'indiquerai. Je l'indiquerai pour que dès qu'ils seront en accès, je l'indiquerai. Donc là, je vous ai mis, en fait, ça c'est le début de l'article de Hilbert au proceedings de ce congrès, où il commence qui n'aimerait pas soulever le voile, qui cache le futur, J'ai eu peur pendant un court etc. instant. Non, 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 c'est bon. Ok, donc, et à la page d'après, il y a l'énoncé du troisième problème. Donc, Hilbert, lui, avait lu la correspondance entre Gauss et Gerling. Donc, il Ah dit oui. Gauss parle dans deux lettres à Gerling, il parle de son regret du fait que certains théorèmes donc de cette théorie des volumes utilisent la méthode les méthodes du calcul infinitésimal, en fait, dépendent de l'axiome de continuité, comme il l'appelait à l'époque. Ah, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, Hilbert a écrit des éléments de géométrie qui étaient une sorte de mise à jour des éléments d'Euclide qu'ils utilisaient jusqu'au 19e siècle pour enseigner la géométrie. Donc lui, il a remis tout ça à plat, il a essayé de trouver le meilleur système d'axiomes pour qu'il n'y ait pas d'axiomes redondants, mais qu'il n'y ait pas non plus d'axiomes manquants. En Euclide, des fois, il y avait des trucs qu'il n'avait pas mis dans ses axiomes parce qu'il considérait ça comme évident. Hilbert voulait vraiment faire quelque chose d'axiomatique, disant il y a des trucs qui s'appellent des points, il y a des trucs qui s'appellent des droites, il y a des trucs qui s'appellent des plans, et voilà tous les axiomes. Et si j'appelle les points des verres de bière, les droites des tables et les plans des chaises,
je peux prouver tous les théorèmes sans aucune intuition, juste à partir des axiomes. Donc, il avait une liste de 20 axiomes, enfin, ça dépend de l'édition de ces éléments de géométrie. Bon. La dernière édition, il y en avait 20. Ok. Et en particulier, il y avait des axiomes ce qu'il appelait l'axiome de continuité, qui permettait ces raisonnements qui utilisent un peu ce calcul infinitésimal. Bon, bref. Donc, il dit, bon, ben, Gauss a dit, c'est quand même dommage qu'on en ait besoin. Alors que dans le plan, on n'en a pas besoin. Et que Gerling, il a montré que si on a deux tétraèdres qui sont des images miroirs l'un de l'autre, ben, on peut montrer que les volumes sont égaux de manière élémentaire. Et donc, moi, Hilbert, je pense qu'en fait, la preuve de ce théorème qui est dans Euclide, dans le livre 12 des éléments, n'est pas possible de manière élémentaire. Et donc en italique, il a l'énoncé du problème lui-même. Il dit, et ça, se serait prouvé si on pouvait trouver deux tétraèdres qui ont des bases de même aire et qui ont la même hauteur, et tel qu'on ne puisse pas couper l'un en tétraèdre pour un peu plus petit tétraèdre pour reconstituer l'autre. Bon, et après, il ajoute autre chose, mais sur lequel je veux passer parce que... bon, ok. Très bien, donc je passe donc à la... Hilbert, je pense, il était conscient de l'article de Bricard, mais il était aussi conscient que l'article de Bricard, sa preuve n'était pas complète. Et donc, en fait, ce problème a été résolu par un élève de Hilbert, Max Dehn, et il a été résolu avant même qu'Hilbert ne publie le problème. Alors, je ne sais pas si c'était un coup de pub pour son étudiant. Dans ce cas-là, chapeau Hilbert. Une autre théorie que j'ai vue, c'est qu'en fait, la preuve de Dehn, la preuve originale, était tellement compliquée qu'il y avait des doutes. Parce qu'il y avait déjà eu des preuves fausses, celle de Bricard, par exemple. Mais c'était pas la seule preuve fausse, celle de Bricard. C'est juste la plus célèbre. Mais attends, je comprends pas, c'était le congrès de 1900, c'est ça? C'était le 1900 le congrès? 1900, oui. Et l'article, on voit 1902, c'est bien après quand même, faut pas exagérer. Oui, mais l'article est paru en 1902, mais tu sais que ça met un certain temps à apparaître, les articles. En fait, Dehn avait présenté sa preuve en 1900. Ok. Donc, Hilbert était forcément au courant. Hilbert était forcément au courant, mais il était... Alors, je ne sais pas s'il avait présenté avant ou après le congrès. Avant la publication des actes du congrès, oui. D'accord. Il était au courant, mais il n'était peut-être pas convaincu. D'accord. Parce que là, au départ, la preuve de Dehn n'était pas très claire, elle a été simplifiée après, en particulier par Kagan, qui a... donc je ne sais pas à l'époque dans quel pays, il était d'Odessa, Kagan. Dehn, allemand, donc il avait en 1900 22 ans. Bon, j'ai mis une photo où il était un peu plus âgé, parce que je trouve qu'il a une meilleure tête sur les photos où il est vieux que sur les photos où il est jeune. Mais je trouve qu'il a une très bonne tête. Et Dehn, d'ailleurs, il a dû émigrer en 1938 parce qu'il était juif. Donc, imaginez, à 60 ans, non, il émigré aux États-Unis. Bon, du coup, j'ai envie d'aller voir Dehn jeune, mais je ne vais pas le faire maintenant. En plus, il faut que j'arrête de t'interrompre parce qu'on n'est pas super en avance. Ouais. Est-ce que je descends au transparent d'après? Ouais, alors là, je vais vous expliquer l'idée centrale du truc, en fait. L'idée de Dehn, c'est cette idée d'avoir des invariants, un intra-invariant de décomposition. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, prends le volume, c'est ce qu'on appelle un invariant de décomposition. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est additif. Si j'ai un polyèdre et que je le coupe en plus petits polyèdres, alors les volumes s'additionnent, d'accord? Et ensuite, si j'ai deux polyèdres qui sont ce qu'eux ils appelaient congruents, mais que nous, maintenant, on appelle souvent isométriques, qui sont les images l'un de l'autre par une translation, une rotation, ils ont le même volume. D'accord? Alors, je ne t'entends pas. Ok, si. En fait, j'acquiesce en. Mais comme évidemment, je suis concentré sur ce que tu dis, et donc j'acquiesçais en hochant la tête, c'est sûr que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Désolé. Donc, en particulier, si j'ai deux polyèdres équidécomposables, je peux en déduire qu'ils ont le même volume. C'est ce qu'on disait pour les aires, plutôt. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça, que je dis le volume est un invariant de décomposition, ça veut dire qu'il ne va pas changer si je remplace un polyèdre par un polyèdre équidécomposable. Okay. Après, le truc, c'est que le volume, on a l'impression que ça ne suffit pas.
C'est-à-dire qu'on a des polyèdres qui ont le même volume, mais qui n'ont pas l'air d'être équidécomposables. Donc Den, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un autre invariant de décomposition, qu'on appelle l'invariant de Den, qui permet de distinguer deux polyèdres qui ont le même volume, mais qui ne sont pas équidécomposables. D'accord, donc là c'est ce qu'on a sous le transparent. Donc là, je vous définis l'invariant de Den. Et en fait, il dépend d'un choix annexe. Donc, il faut choisir une fonction de R dans R, une fonction définie sur les nombres réels, à valeur réelle, qui satisfait deux conditions. Elle est additive et elle vaut 0 en pi. Donc là, en petit, je vous ai mis une manière de construire une telle fonction. En fait, on a juste besoin d'algèbre linéaire de base. C'est-à-dire, je dis R, c'est un Q espace vectoriel. D'accord. Et donc, par le théorème de la base incomplète, je ne sais plus comment ça s'appelle, si je prends le nombre pi, je peux le compléter en une base de R en tant que Q espace vectoriel. Oui, alors, ce résultat, moi, ça me fait bien marrer parce qu'on n'y voit que dalle dans sa tête. Alors, C'est bon, l'horreur absolue. Est-ce que cette fonction, on peut pas juste, si je prends l'identité, je commets une erreur abominable parce que j'ai pas le droit de dire que pi, est-ce que pi ça fait pas zéro? Genre non, une identité modulo pi, c'est pas possible. Je peux pas faire un truc simple là. non, il faut qu'elle soit à valeur de R. Ah, tu m'embêtes, hein. Alors, on peut, en fait, ça c'est un truc, en fait, là, j'ai utilisé l'action du choix. J'ai dit, il existe une base, machin, on peut pas donner d'exemple. Il n'y a pas de preuve constructive. Dans tous les cas, chaque fois qu'on considère deux polyèdres en particulier, on peut se placer dans un sous-Q espace vectoriel de dimension finie de R pour faire les calculs et donc donner des fonctions explicites. Ah, c'est ça. Ok, c'est-à-dire que quand, bon, pour l'instant, là, on n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, on n'y comprend rien. Pour moi, tu sais, si j'arrive pas à toucher, j'arrive pas à construire. À partir du moment où l'axiome du saut apparaît, voilà, j'ai des boutons qui arrivent. Mais donc, pour l'instant, on a une fonction qui est assez abstraite, mais dans les cas concrets, on va arriver à avoir quelque chose qu'on tient avec les mains. C'est ça que tu es en train de me dire. Alors, en fait, je ne vais pas le faire parce que en fait, ça complique les choses d'être plus concret. C'est beaucoup plus simple d'avoir la fonction abstraite, mais je te dis que si tu n'aimes pas la fonction abstraite, en fait, tu n'as pas besoin de l'utiliser. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment un type de problème où on a intérêt à avoir une abstraction brutale comme ça. Et, Tout à fait. et que faut pas chercher à être un peu comme j'ai l'habitude d'être, c'est-à-dire très constructif. Faut faire ce qui te met le plus à l'aise. Mais disons que si tu veux vraiment formuler le truc, la formulation la plus courte, c'est la plus abstraite. Et la plus D'accord. simple, enfin, celle avec le moins de notation horrible. Ok. Ah bon. Ok. Ouais. Donc il faut imaginer qu'une telle fonction existe et effectivement on pourrait en construire une. On pourrait le Donc, faire avec avec un peu l'action du d'algèbre choix. linéaire. Ouais. Oui. Et un peu d'algèbre linéaire. Donc, voilà. Et une fois qu'on a une telle fonction, on définit l'invariant de Den. En fait. On regarde d'un polyèdre, P, on regarde toutes les arêtes du polyèdre, et pour chaque arête, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la longueur de l'arête, ce que j'appelle L de E, et on prend l'angle dièdre en cette arête, et la valeur de F en cet angle dièdre, on la multiplie par la longueur, et on additionne tous ces trucs. Ok. Donc ça, c'est juste un nombre réel, machin. Ok. Ok. Et la question, c'est pourquoi pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est un invariant de décomposition? Donc ça, pardon, je ne l'ai pas dit. Je te dis, ça, c'est un invariant de décomposition. Ok. Bon, en fait, avec ce que tu as écrit ici, bon, ça c'est un poil moins clair, mais oui, remarque que si, il faut que l'angle. Mais avec ce que tu as écrit ici, j'y crois. Écoute, faut quand même le prouver. Bon. Donc, À 21h20, tu es sûr que tu vas nous prouver ça? écoute, on peut Allons-y. peut-être regarder. Bon, ok. Donc, en fait, bon, pourquoi c'est un invariant de décomposition? En fait, l'idée, c'est que des isométries, ça change ni les angles ni les longueurs. Donc ça, c'est pas un problème. Si je bouge mon polyèdre, je change pas les longueurs des côtés, je change pas les angles dièdres. C'est la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je découpe mon polyèdre? Donc le truc que je te dis, c'est qu'en fait, on peut se ramener au cas où je découpe un polyèdre par un plan.
Ok. Bon, ça, j'espère que tu vas me croire. Bon, j'ai fait un petit slide pour l'expliquer, mais Ok, donc euh, on décompose, on coupe le polyèdre. Disons qu'au moins sur... Déjà, même si je comprends ce qui se passe quand on coupe par rapport à un plan, bah, ça va déjà me donner suffisamment d'éléments pour que j'ai envie d'y croire. ah, Je vais pas bah, mettre en doute... bah, en fait, c'est le cas de base, parce que tous les autres cas, tu peux te ramener à ça. Tu as un D'accord. tétraèdre, tu le coupes en deux par un plan. Donc là, tu vois, j'ai dessiné le tétraèdre. Le plan, c'est celui, ce AEC, là. Hein, mon Ah, tétraèdre est EC, oui, coupé, il est là, il est coupé par ça, hein. il est coupé par deux tétraèdres, et je regarde ce qui se passe à différentes arêtes. Ok. D'accord. Et en fait, il y a trois cas. Hein. Il y a le premier cas, c'est une arête qui est commune au grand tétraèdre et aux deux petits tétraèdres. Ok. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les angles dièdres s'additionnent. L'angle dièdre du grand tétraèdre, c'est la somme des deux angles dièdres des petits tétraèdres. Et comme ma fonction f, elle est additive, les invariants vont s'additionner. Ouais. Et comme la longueur n'a pas bougé, La longueur n'a pas bougé. donc on est Donc le tranquille. deuxième, le deuxième cas, c'est une arête du grand tétraèdre qui est coupée en deux par le plan. Donc il y a un morceau qui va dans un des petits et l'autre morceau qui va dans l'autre. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'angle dièdre va être le même dans les trois tétraèdres, mais les longueurs des arêtes vont s'additionner. Ouais. Donc on a encore cette additivité. Et Et ici le maintenant, troisième, le troisième cas, c'est en fait le plan a créé des arêtes. Enfin, il y a des arêtes des petits tétraèdres qui tombent dans une face du grand. Donc ils ne vont pas compter dans la variante du grand. ah oui, Mais en ah fait, oui. donc elles ont la même longueur, mais les angles dièdres, leur somme va être pi. Ah, il est bien là le f de pi, Oui. évidemment, évidemment. Et donc, les deux contributions aux invariantes des petits polyèdres vont s'annuler. Ok. Ok. Alors tu sais, il faut que Donc, tu saches, Sophie, que dans le ah, chat, on s'est bien moqué de moi, comme quoi je crois toutes les preuves sans aucune vérification, etc. bon. Donc, bon, passons au transparent d'après. Le transparent d'après, si tu le montres, en fait, c'est juste l'explication de pourquoi on peut supposer que montre-le en entier. Hein. Ah, excuse-moi, il y a une pause au milieu. Voilà, c'est pardon. Ouais. C'est comment on passe d'une décomposition quelconque à une décomposition par des plans. En fait, il suffit de prolonger toutes les faces de tous les polyèdres de la décomposition. Donc là, je le montre avec des polygones. Ok. Et ça va donner une décomposition plus fine qui est une décomposition qui se fait comme ça par découpage par des plans. Donc ça, D'accord. en fait, c'est pas du tout compliqué, hein, c'est pas mystérieux. Et donc, si pour revenir à mes deux tétraèdres qu'on avait vus avec la condition de Bricard, hein, donc le premier, donc les deux tétraèdres, bah, le petit coin de cube et le petit orthoschéma là, on avait calculé leurs angles dièdres. Et en fait, pour le premier, euh, pour lui, les angles dièdres sont tous des multiples rationnels de pi. Et donc, son invariant est toujours 0, quel que soit le choix de f. Parce que le f va s'annuler sur tous les multiples rationnels de pi. Donc la longueur des côtés, on s'en fout. Ah oui, parce que f s'annule sur les multiples rationnels de pi. En fait, f s'annule sur pi et f est additive. Oui. Ça implique qu'elle va s'annuler sur les multiples rationnels de pi. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Et Ouais. l'histoire de la cubase que tu construis à partir de pi. D'accord, donc là Ouais. ici j'ai un invariant qui vaut 0, super. Et Quant en au dessous, deuxième, le deuxième, il a des angles dièdres qui sont pi sur 2 sur lesquels f va s'annuler et des angles dièdres qui sont des multiples non rationnels de pi. Donc je peux choisir f qui est non nul sur ces arcos de 1 sur racine de 3. Et si je choisis f qui est non nul là-dessus, le tétraèdre va avoir un invariant de Den qui n'est pas nul. ah oui. Oui, Et voilà. je comprends pourquoi tu passes par f et que tu me dis qu'il ne faut pas la construire f, parce qu'effectivement tu n'en as pas besoin. Effectivement. Bon, ça c'est. Bon, donc là, j'avais préparé des slides sur le produit tensorial, mais je pense qu'on va passer. Oui, parce que là Parce en que, fait nous sommes... en oui, gros il faudrait finir dans 5 minutes. donc on va essayer de finir rapidement. Donc, je vais vous parler, donc passer au XXe siècle. On va passer au XXe siècle. Donc, il y a eu quelques Nous y sommes. développements. Nous y sommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Bon, en fait,
c'est que il n'y a pas eu trop d'intérêt là-dessus, et surtout de la part de l'école suisse de géométrie. Et donc, il y a un gars qui s'appelle Siedler qui a prouvé un théorème complètement bluffant. Hein. Parce que là, ce qu'on savait, c'est que deux polyèdres qui sont équidécomposables ont le même volume et le même invariant de Den, pour tout choix de F. Mais est-ce que ça suffit pour caractériser deux polyèdres équidécomposables? Et en fait, Siedler, il a prouvé que oui. Deux polyèdres qui ont le même volume et qui ont le même delta F pour tout choix de F, ils sont équidécomposables. C'est quel type Là, de preuve? C'est un truc énorme ou c'est un alors, argument super fin? non, c'était un truc. Alors, elle a été simplifiée par Yeson et ses élèves. Donc, ça, c'est le point d'après sur le transparent. Euh, oui, c'est une preuve, en fait, où on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Enfin, moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je ne vous la présenterai pas parce que c'est assez long et puis c'est pas, je ne vois pas l'intuition. Euh, bon, donc il y avait une histoire avec des produits tensoriels, on peut oublier. Euh, et en fait, cette preuve, donc c'est toutes ces histoires d'invariants de données, tout ça, c'est relié à des trucs très, très modernes, ce qu'on appelle la conjecture de Friedlander-Milnor en catégorie algébrique. Dont je ne vais évidemment pas parler. Ça, c'est des gens qui ont réinterprété ça dans les années 90. Euh, alors, un certain Dupont, il est pas français, il est américain, je crois. Donc, je ne sais pas du tout prononcer son nom. C'est probablement pas Dupont. Donc, il y a eu des progrès depuis les années 60, des progrès constants. Bon, ce qui est vraiment, le gros progrès, c'est Siedler, qui montre qu'en fait, le volume et les invariants de Dehn forment une famille complète d'invariants de décomposition. Ok. Ensuite, une autre question naturelle, c'est et la dimension supérieure? Qu'est-ce qui se passe en dimension 4 avec des polytopes, dimension 5, etc. Donc un autre Suisse, Hadwiger, a généralisé la variante de Den en dimension supérieure. En fait, tu as des nouveaux invariants qui apparaissent tous les deux dimensions. Donc en dimension 1 et 2, il n'y avait que le volume. Enfin, en dimension 1, on l'appelle la longueur, et en dimension 2, on l'appelle l'air. Hein. En dimension 3, tu as la variante de Den qui est arrivée. Je ne vais Ouais. pas expliquer comment, mais en fait, tous ces delta F, on peut les coder en une seule fonction en utilisant ce produit tensoriel. Donc, on y pense comme un invariant. Ok. Donc, en dimension 4, pareil, tu as le volume et la variante de Den qui, en fait, suffisent à caractériser, à dire quand est-ce que deux polytopes sont équidécomposables. En dimension 5, il y en a un troisième qui apparaît. En dimension 7, il y en a un Alors, quatrième attends, qui en apparaît. dimension 4, donc ça veut dire que la preuve, comment il s'appelait, Siedler, Siedler. La preuve de Siedler peut elle être était adaptée au cas de la dimension au cas 4. de la dimension 4. Et à partir de la dimension 5, qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, appuie sur Entrée. Ah, pardon, Euh, excuse-moi. Je suis désolé. donc, à partir de la dimension 5, il y a de nouveaux invariants et on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas si ça suffit pour dire que deux polyèdres sont équidécomposables. C'est ouvert, c'est complètement ouvert depuis 60 ans. Oh la vache. Ok. Bon ben, il y a encore du pain sur la planche pour les jeunes qui nous écoutent. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi, on parle de géométrie euclidienne, mais il y a aussi la géométrie sphérique et la géométrie hyperbolique. Ah oui, tiens, On donc peut, qu'est-ce qui se passe dans les autres géométries? eh bien, on peut aussi généraliser les invariants, le volume, etc. Et on ne sait rien. Enfin, en dimension 2, on connaît l'analogue du théorème de Bolyai-Gerwin, hein, Den l'a prouvé. Et à partir de la dimension 3, on ne sait pas. Oh là 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 là. En dimension 3, c'est un gros truc ouvert. Il y a eu beaucoup de travaux dessus dans les années Mais 90. même en géométrie sphérique? Tout à fait. Mais comment c'est possible? Désolé. Mais la géométrie sphérique, la géométrie euclidienne, ah, hyperbolique, je veux bien y croire. Allez, bon. La géométrie sphérique de dimension 3, c'est pas évident à visualiser, hein, je trouve. Ouais.
Bon, bah, ok, super. Et alors, Alors, je te propose de passer au 21e au siècle. 21e siècle, on y va, on y saute au 21e siècle. Ah, Bricard, il est toujours là, c'est pas croyable. Ah, et ben c'est parce que là, on était parti dans un truc très compliqué, homologer groupe de Lie rendu discret, catégorie algébrique, machin. Et en fait, pour revenir à la condition de Bricard, parce que je vous ai dit la condition de Bricard est vraie, la condition de Bricard est vraie, la condition de Bricard est vraie, mais je ne l'ai jamais prouvé. En fait, la seule preuve qui existait au XXe siècle, c'était une preuve indirecte à partir de l'invariant de Den. On en déduisait la condition de Bricard. Ok. Et en 2007, il y a un gars qui a trouvé une preuve directe. Et complètement élémentaire. Il n'y a même pas d'algèbre linéaire dedans, c'est niveau lycée. Ah, mais c'est génial ça. Donc, bon, je vous avais préparé quelques transparences sur la preuve. Hélas, nous n'avons pas le temps, la marge Oui. est trop petite, tout ça, hein, c'est bien connu. Alors attends, ici il y a tout ceci. Non mais on va mettre si tu es d'accord, on va mettre tes slides en. Mais On va y la rendre preuve, accessible. en fait, le truc le plus compliqué qui apparaît dedans, c'est le principe des tiroirs. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est pas compliqué quoi. Non, Euh, c'est pas compliqué. oui, donc alors je passe un peu toute la preuve de Benko parce que sinon je vais être tenté de la lire et voilà. Et C'est. donc, il prouve en fait la condition de Bricard de manière complètement directe. Et en fait, il a une condition de Bricard améliorée qui est une condition nécessaire et suffisante pour que deux trucs soient équidécomposables. Donc, ouais, voilà. Mais je voulais quand même revenir sur une histoire assez extraordinaire. Hein. Euh, donc, on va parler un peu de la Pologne. Et donc, c'est un article qui est paru en 2018 et qui raconte une histoire. Hein. En 1882, un certain Kredkowski, un mathématicien polonais, qui avait fait ses études en France, à Sorbonne et École des Ponts et Chaussées, a présenté, bon, il avait de l'argent et il aimait bien faire des concours. Donc il a présenté deux problèmes ouverts avec des prix. Donc un problème d'algèbre à 1000 francs et un problème de géométrie à 500 francs. C'est pas cool pour la géométrie, mais passons. Bah, le problème de géométrie était peut-être plus facile. Hein. C'était quoi le Euh, problème de géométrie plus facile je, je le sens déjà, venir. personne n'a envoyé de solution pour le problème d'algèbre, alors qu'il y a deux personnes qui ont envoyé des solutions pour le problème de géométrie. Donc, Ok. bon, il devait être. Donc, ok. Donc, les gens avaient 1 an et demi, hein, et quelqu'un a envoyé une solution pour le problème de géométrie qui a été jugée correcte et qui a obtenu le prix. Donc, Ah, hop, slide d'après, on va avoir le problème de géométrie, traduit du polonais en anglais. Et qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est le troisième problème de Hilbert, en ah oui. 1882. Ah oui, d'accord. Donc, si on a deux tétraèdres de volume égal, on divisait un avec des plans en un certain nombre de pièces qui peut être Attends, réassemblées pour former l'autre ne tétraèdre. me dis pas que la personne les deux personnes là avaient trouvé des solutions. Ne me dis pas ça. J'ai le droit d'aller sur votre transparent parce que là j'ai envie de savoir. Hein. Bah, il y avait deux solutions, il y en a une qui n'était pas correcte, enfin qui c'était juste un cas particulier. Et donc il dit si ça peut pas être fait, prouvez que c'est pas possible. Et donc il y a une solution qui a gagné le prix. Voilà, je vous mets des extraits qui étaient signés. En fait, les solutions devaient être anonymes. Ouais. Ils ont révélé les noms qu'après. Donc, qui est signé en grec, hein, Aiothéos Géométré, hein, une citation de Platon qui veut dire Dieu fait toujours de la géométrie. Ouais. Voilà, vous voyez des beaux diagrammes. Ouais. Et qui a été, donc, c'était un certain Birkenmeier, qui avait 28 ans, qui était prof de maths en lycée, et, euh, et qui a apparemment envoyé une solution correcte en 1883. Non. Si. C'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Mais le truc, c'est qu'il ne l'a jamais publiée. Donc, elle est écrite en polonais. Vous avez vu, le manuscrit est écrit à la main. Hein. Bon, il n'a pas publié. Non, mais c'est la folie. Mais c'est pas possible. Et donc, ces deux personnes qui ont écrit l'article, ils sont allés la lire, hein, aller dans les archives de l'Académie des sciences de Pologne. Ils sont allés la lire. Et ils disent, oui, on confirme, elle est exacte. Elle est différente de la solution de Dell. Mais ils n'ont pas expliqué ce que c'était. C'est pas Et vrai. moi, ça m'énerve. Bah Ah non, bah parce oui, que c'est j'aimerais bien la énervant. lire. Ah bah oui. Ah bah non, mais Ouais, c'est énervant. il donne quelques vagues idées, mais il donne pas les détails.
Non, mais c'est incroyable cette histoire, mais quel coup de poing dans le ventre! Et, Tout et était fait après, avant que le problème soit posé par Hilbert, c'est totalement dingue! Par un obscur professeur polonais qui a même pas gagné. Il a gagné 500 balles, si quand même. et après, non mais attends, donc ces deux-là, Szyszylska et Szyszylski, là, qui sont polonais aussi, hein, d'après le nom, leur conclusion d'article, c'est finalement, qui l'a résolu ce troisième problème de Hilbert. Et leur conclusion, tu sais ce que c'est? Non? C'est Max Dehn. C'est Max Dehn parce que c'est lui qui a publié une solution et c'est lui, en fait, qui a inspiré la recherche mathématique dans Oui, ce domaine au XXe siècle. dans ce sens-là, oui. Dans ce Mais, sens-là, oui. c'est-à-dire que la variante de Dehn a donné lieu, ça a donné d'autres idées, d'autres recherches, d'autres théorèmes, alors que Birkenmeier, bah, s'il avait publié, qu'est-ce que ça aurait donné, tu vois? Mais attends, l'histoire n'est pas finie, parce que peut-être que les idées qu'il y a là-dedans, elles vont t'aider pour la géométrie sphérique, elles vont peut-être t'aider en dimension 5, va savoir. Tant qu'on n'a pas les idées. Bah oui, il faudrait d'abord le dire, le truc. Il est en polonais dans les archives de l'Académie des sciences de Pologne. C'est vrai que Donc c'est pas. si quelqu'un dans le public parle polonais, hein, Et à 2 ans de sa vie à perdre, à traduire 40 pages, 40 pages. écrites Alors, à la main. une citation de Hilbert. Ah oui, attends, où est mon téléphone? Ah oui, je voulais finir par une petite citation de Hilbert. Alors là, Euh, je crois qu'il faut avertir tout le monde. Un grand moment d'émotion. Donc là, on euh, écoute religieusement. ah oui, parce que en fait, c'est un enregistrement de Hilbert lui-même, hein. Die Hilbert qui Ehre des dit. menschlichen Geistes, so Ouais. sagt, die Ehre des menschlichen Geistes, so sagt der berühmte Königsberger Mathematiker Jacobi, ist der einzige Zweck aller Wissenschaft. Wir dürfen nicht denen glauben, die heute mit philosophischer Miene und überlegenem Tone den Kulturuntergang prophezeien und sich in dem Ignorabimus gefallen. Für uns gibt es kein Ignorabimus und meiner Meinung nach auch für die Naturwissenschaft überhaupt nicht. Statt des törichten Ignorabimus heiße im Gegenteil unsere Losung, wir müssen wissen, wir werden wissen. Die Donc là, alors, c'est pas malheureusement le congrès des mathématiciens, c'est 1930. Et c'était son discours de départ à la retraite. Et il était très malade déjà en 1930. Et je dois peut-être expliquer ce que c'est que cette ignorabimus. En fait, une abréviation pour une locution latine, ignoramus et ignorabimus, qui veut dire nous ne savons pas et nous ne saurons pas. Et donc Hilbert était complètement contre ça. Et la dernière phrase qu'il a dit, hein, c'est un peu sa devise, nous devons savoir et nous saurons, c'est écrit sur sa tombe. Et ce qui est, alors, c'est très beau ce qu'il dit, ah, En fait, bon, ça me fout la chair de poule. Enfin, je trouve ça. Putain, la science, moi j'ai fait allemand en première langue, c'est encore mieux. Ah oui, pardon, j'ai lu le chat aussi. Et donc oui, donc lui, il pensait que les maths, on faisait ça pour l'honneur de l'esprit humain, hein, pour savoir. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il a fait ce discours euh, 1 ou 2 jours après que Gödel a présenté son théorème d'incomplétude à la même conférence. oula, ça devait pas passer pareil du coup. Imagine, Gödel vient de prouver qu'en fait, on ne peut pas prouver la cohérence des axiomes de la théorie des ensembles, c'est impossible. Et Hilbert, il est là, nous devons savoir. Et il n'a jamais publiquement réagi en fait au théorème de Gödel parce que ça détruisait quand même une grande partie de son programme parce que lui, c'était on va fonder les mathématiques sur des bases axiomatiques et on saura tout, tu vois. Oui. Mais en tout cas, il y a un élan. Comment dire dans Camelot. Il y a un élan, il y a une volonté de savoir et c'est ça que je trouve beau. Même si on saura peut-être pas tout, mais il y a cette volonté de savoir et c'est juste super émouvant, quoi. Bah, J'ai l'impression que nous sommes arrivés à la fin. Sophie, il y a des références. Peut-être que pour les. oui, donc j'ai mis les références des articles hein, que j'ai cités. Donc je les passe ici si les gens veulent faire des captures d'écran rapidement.
Et en particulier pour Euclide, j'ai mis sur la deuxième page des références. Il y a un exposé au séminaire Bourbaki de Cartier de 1986 sur le troisième problème de Hilbert qui est magnifique, vraiment, vraiment très bon, sur lequel j'avais fondé mon TI, mais qui va beaucoup plus loin que ce que j'ai expliqué aujourd'hui, hein. Et Euclide, donc il y a la correspondance Gauss-Gerling, et Euclide, donc il y a deux sites web. Il y a le site de l'Institut Clé où ils ont les scans de cette édition d'Euclide de 888 après Jésus-Christ en grec. Et il y a aussi un site fait par un mathématicien américain où il a la traduction anglaise des éléments, il a des diagrammes, il a des liens cliquables pour aller entre tous les énoncés. Donc c'est vraiment très très bien fait. Il a des explications de texte, il dit bon voilà c'était ça l'idée. Ce qui est vraiment bien c'est les liens, tu vois. Quand Ah ouais. Je il y a crois une que je vais voir référence cette à traduction parce qu'elle est récente et j'ai eu des. Elle 98. est pas mal bien. Elle est colorée, hein, c'est ça, il y a de jolies Oui, couleurs. Ouais, bah, ouais, elle est bien, bien fichue, vraiment. donc voilà. Ok. Eh ben écoute, Sophie, d'abord un grand merci. Je crois que dans le chat, vous pouvez y aller tonnerre d'applaudissements pour Sophie. Donc merci d'avoir été notre première invitée pour ces soirées mathématiques en stream. Merci pour l'histoire que tu viens de nous raconter qui est juste passionnante. Merci aussi de m'avoir supporté, d'avoir supporté mes interruptions ininterrompues justement. Avant qu'on se quitte, je voudrais déjà vous remercier tous pour votre présence, pour votre interaction sur le chat. Donc j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal d'humour aussi, et il y a eu aussi quelques mots d'encouragement et touchants. Donc merci pour tout ça. Si ça vous a plu, eh bien je vous donne rendez-vous dans un mois. Dans un mois, nous aurons le plaisir de recevoir Pierre de Hornoy de l'Université de Grenoble, qui va nous parler des travaux de Mariam Mirzakhani. Donc ça sera le 1er mars à 20h, toujours en stream. Et donc j'ai déjà hâte d'y être, j'ai déjà hâte de vous présenter cette soirée, de l'animer, d'apprendre des tas de choses. Et voilà, je suis impatient. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous souhaite aussi beaucoup de belles mathématiques. Vincent, Oui. je vois quelqu'un qui dit de ne pas mettre ton curseur devant l'écran. Mon curseur devant l'écran. Ah oui, parce que je suis sur. Pardon. Est-ce que ici ça va mieux? Cool. Alors moi, je vois pas du tout, mais bon. Non, et en fait, d'un point de vue technique, j'ai les écrans beaucoup plus petits. Du coup, je ne me rends pas compte où est mon curseur. Donc c'est bien de me le dire. Et du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, à part que j'avais très envie de refaire une SML et que je vous souhaitais donc une bonne soirée et au 1er mars. À bientôt.